Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain, le podcast de Certinergie et Solutions. Aujourd'hui, on fait un focus sur le transport et plus précisément sur le transport maritime. Selon l'Organisation maritime internationale, le transport maritime représente au niveau mondial près de 3% des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est de réduire l'impact du transport maritime et pour cela, une feuille de route ambitieuse a été mise en place afin d'accompagner les acteurs de la filière dans leur démarche de décarbonation. Cette feuille de route, que vous pourrez consulter en ressources de l'épisode, elle s'appuie sur plusieurs leviers, notamment le changement d'énergie. Ce changement inclut l'utilisation de sources moins carbonées comme les biocarburants ou les e-carburants, mais elle propose aussi des solutions sobres en énergie, comme la propulsion par le vent. Et c'est cette dernière solution que TOT, armateur de nouvelle génération engagé dans la décarbonation du transport maritime depuis 2011, a adoptée. Alors, en exploitant des voiliers cargo, TOT mise sur une énergie renouvelable, propre et abondante qui est le vent. Cette approche, elle permet non seulement de réduire l'empreinte carbone du transport maritime, mais aussi de proposer une solution logistique moderne, fiable et durable. Au cours de ce podcast, je vous propose de découvrir les avantages concrets de la propulsion par le vent, de découvrir comment ça fonctionne et de faire un petit point sur les retours d'expérience des premières traversées qui ont été réalisées depuis le mois d'août. Pour répondre à toutes mes questions, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Legrand, le cofondateur et le président de TOT. Bonjour Guillaume, bienvenue au micro de Préparons demain. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour parler aujourd'hui de TOT et de votre engagement dans la décarbonation du transport maritime. Pour commencer, je vous propose qu'on revienne aux origines. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a débuté l'aventure TOT et ce qui vous a motivé à opter pour la propulsion par le vent ? C'est une sorte d'histoire préhistorique actuellement, mais c'est vrai qu'il faut y revenir, c'est fondamental parce qu'elle est toujours vraie. L'idée initiale est de dire, il y a un double constat qu'on fait au mi-temps des années 2005-2006 avec Diana Messa qui est cofondatrice, qui est de dire que le vent, on le sait bien, est abondant au large, et qu'il est devenu prédictible. Donc en fait, le monde n'a pas encore compris, si j'ose dire, dans les années 2010, ce changement fondamental qu'on peut avoir dans une relation avec le vent au large, et qu'il est maintenant une source de propulsion fiable, ce qui en fait n'était pas le cas avant. La voile a survécu très longtemps, y compris à l'avènement du charbon à l'époque, et puis même un peu du fioul lourd, parce qu'elle était énergétiquement très efficace. La raison pour laquelle la voile, dans les années 1930, s'était arrêtée, c'est qu'elle était assez peu fiable et le monde du transport maritime étant très financiarisé, avec des contrats à terme, etc., dépendait beaucoup du timing. C'est-à-dire que parfois les voiliers arrivaient plus tôt. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est également en train de comprendre aujourd'hui. Donc on savait ça. Le deuxième constat, c'est que le transport maritime mondial est structuré autour d'un tel gigantisme du porte-conteneurs et d'une telle opacité de cette industrie-là, qui est la deuxième au monde, après le pétrole, qui est absolument gigantesque, qui transporte 90% des produits autour de nous, et éminemment nivelé par le bas en termes de coûts, environnementalement et socialement, et s'il s'agit de parler de décarbonation, est extrêmement démuni. On va peiner à se décarboner. Physiquement, les navires sont énormes, déplacent des dizaines de milliers de tonnes. Les océans sont gigantesques, nous l'oublions jamais, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on prend un peu trop l'avion. Et cet carburant qu'ils consomment, du fuel lourd, qui est un sous-produit du raffinage du pétrole, vaut environ 10 fois moins cher que le diesel, ressemble à une sorte de pâte comme un Nutella, on va dire, qu'on doit faire chauffer avant même qu'elle explose. Et donc ce coût extrêmement bas, ce nivellement par le bas du transport maritime mondial, va, s'il y a une valeur dans une décarbonation de ce transport maritime mondial à trouver, et c'est ça tout l'objet de notre entreprise, du coup on pourrait y trouver une opportunité finalement, parce qu'on se rend bien compte que ce géant-là a les pieds d'argile dès qu'on parle de décarbonation. Et donc nous, notre pari, il est commercial depuis 15 ans, il est de dire on va utiliser des voiliers d'abord existants, donc on a 2 navires neufs actuellement en opération, mais à la base on a commencé sur des navires traditionnels, à charger en 2011 un lot en propre, on était des négociants, à la main, et de se rendre bien compte que nos propres petits calculs de bilan carbone équivalent rapportés aux différents
cadre ADEME, on va dire, montrait une capacité complètement radicale à décarboner. Et que nous, au moins, on le faisait. Et donc, à partir de là, on s'est spécialisé sur TOWT, Transocéanic Wind Transport, sur des transports transocéaniques, sur des produits tels que des cafés, des cacao. Et pendant une dizaine d'années, on a été donc les premiers affréteurs de voiliers existants, hein, qui sont donc des navires du passé, mais qui existent encore et qui permettent de transporter quelques dizaines de tonnes à 3-4 nœuds et qui donnent une valeur. On est obligé de premiumiser, hein. On est obligé de vendre en fait finalement un transport beaucoup plus cher que ce qu'il serait sinon dans sa version carbonée et opaque. Et donc dès le début, ce faisant, hein, on avait comme objectif de construire des navires voiliers cargo modernes. Donc en 2011, arriver sans ressources particulières, dire la voile c'est l'avenir du transport maritime. Et d'ailleurs, je vais construire des voiliers cargo modernes. Ça a pris quelques temps pour le faire, mais ceci dit, en germe déjà existait cette idée et on a aussi beaucoup utilisé notre expérience sur des navires existants pour designer ces 2 premiers navires. Et donc pour refaire, entre guillemets, non pas la genèse, mais une histoire d'un peu plus court terme, en juillet et en août dernier, on a mis à l'eau 2 navires qui sont les plus grands voiliers cargo modernes, qui s'appellent Anemos et Artemis. Ils ont été construits au chantier naval Piriou. Ces 2 navires-là seront suivis de 6 suivants. Donc on est sur une flotte de 8 navires qui assument une propulsion principale vélique. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion de parler de ces navires-là spécifiquement et de leurs performances. Parce que c'est important pour nous de parler de ces performances-là qui sont environnementales mais qui sont globales. Et ces mises en opération de l'été, donc là on est le matin de l'élection américaine, pour ne pas trahir d'éléments temporels, on est début novembre. Ces quelques mois d'exploitation nous permettent déjà d'avoir un recul historique qui nous permet de mieux comprendre. Et puis, à l'échelle de l'histoire de l'entreprise, ça me semble déjà, il y a une sorte de distorsion de l'espace-temps. J'ai l'impression que c'était la livraison des navires, c'était il y a très longtemps, mais en fait, c'est tout simplement l'été dernier. Alors peut-être que certains de nos internautes connaissent déjà TOT et par conséquent le label Anemos. Peut-être que certains ne le connaissent pas, donc c'est l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son utilité ? Donc, le sujet était de pouvoir convaincre des chargeurs d'acheter quelque chose un peu plus cher, hein. Donc dès le début, nous, on avait compris que cette premiumisation était fondamentale, un peu comme dans le bio, hein. Donc on était en plein avènement du bio qui effectivement permet de façon concrète de créer un marché autre sur, je sais pas les chiffres, disons 10-15% de l'agriculture, qui permet effectivement une externalité positive sur la santé des gens et sur l'agriculture. Donc on s'est beaucoup inspiré de ce qui a pu être fait dans les certificats bio ainsi que dans l'équitable, où il y a des notions de comptabilité matière, de volume en vrac, de torréfaction, de blend, de choses comme ça. Quelles peuvent être les allégations sur des cafés qui font justement l'objet d'assemblage, etc. Et également sur les alcools d'ailleurs, hein, parce que les droits sont payés sur l'alcool. Nous, on est anthropositaire agréé. Il est important donc de considérer que venir à bord de nos navires vous donne le droit, en fait, à un label, à un certificat. Évidemment proportionnellement au volume que vous mettez. L'objectif étant de pouvoir avoir un marché propre qui sera inspecté et qui sera promu. Et donc chaque chargeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc client qui vient à bord, entre dans un cadre juridique dans lequel il peut promouvoir, labelliser ses produits. Donc il s'appelle Anemos, Anemos du nom du premier navire. Anemos en grec ancien était le vent porteur, le vent qu'on peut mesurer, le vent qui apportait la prospérité, la victoire, hein. Ça reste un anémomètre en français, hein. C'est l'appareil qui permet de mesurer le vent. Et donc on peut, grâce à ce label Anemos, internaliser sur le marché final, donc pour des raisons marketing qui ont trait à l'identité du produit, internaliser cette externalité positive en fait qui est le fait de ne pas émettre de CO2 au milieu de l'océan, hein, parce que donc les eaux internationales sont un espace de non-droit où finalement les émissions ou les non-émissions, si j'ose dire, hein, donc la capacité à ne pas émettre, quelque part n'existe pas. Et donc nous, il s'agit de la valoriser grâce à cette allégation marketing qui peut être faite. Donc alors, on nous dit beaucoup, alors du coup, c'est des produits de luxe. En fait, alors certains peuvent être considérés comme des produits de luxe, vu que c'est des produits effectivement assez chers, high-end products. On se rend compte qu'en fait, la plupart des chargeurs, donc des gens qui viennent à bord de nos navires, et par milliers de palettes pour certains, sont des entreprises qui se projettent mondialement, hein, 98% du cognac, 72% je crois du champagne est exporté sur un autre continent, donc forcément dépend
et lourdement du maritime quand c'est pas l'aérien. 100% du café, évidemment, est importé, enfin ne pousse pas ici. Le sujet du transport maritime est évidemment extrêmement sensible pour toutes ces entreprises-là, qui ne peuvent pas vivre sans ça. En même temps, le fait que le mot champagne, par exemple, aux États-Unis, ait tendance à dériver de son origine, qui est le mot champagne. En fait, c'est le champagne, mais à la base, c'est la Champagne. Hein, donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un lien très filial, très ombilical entre le terroir, entre l'identité de ce produit-là et le client final. Donc on le voit de façon très claire dans le monde du vin, parce qu'on est français, on a l'habitude des terroirs, des origines, des millésimes, etc. Mais c'est également le cas en termes d'histoire d'entreprise, de marque, d'image de marque d'entreprise à l'export, sur des produits manufacturés, sur des produits alimentaires, des produits cosmétiques qui, si on y réfléchit bien, sont également des produits de terroir, hein, qui correspondent également à une origine. Et ce sont des marques qui souvent sont d'ailleurs des noms de villages ou des noms de villes. Et on se rend compte que nous, grâce à ce label-là, on arrive à créer un marché en propre et qui peut permettre justement de soutenir une première initiative alors d'une flotte qui, à notre échelle et à l'échelle des voiliers, est absolument industrielle, massive, mais qui, à l'échelle du transport maritime mondial, reste infinitésimale, reste absolument minuscule, mais qui a besoin de ces leviers-là pour se lancer, comme les tarifs de rachat des renouvelables, comme les labels bio, etc., ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors justement, dans votre introduction, vous nous avez parlé de vos 2 voiliers cargo. Comment ils fonctionnent concrètement? Parce que, comme vous l'avez dit, le transport à la voile, ça existe depuis longtemps. Vous l'avez modernisé pour qu'il réponde aux exigences d'aujourd'hui. Et comment vous avez fait cela? Effectivement. Alors, ce sont les 2 mêmes navires. Hein, donc, déjà, ce sont des sister ships. Ils sont exactement les mêmes. C'est des navires jumeaux. Ce sont des goélettes. Je fais un petit élément de vocabulaire pour commencer. Des goélettes, ce sont donc des navires dont les 2 mâts font la même taille. Et ce sont également des dériveurs. C'est-à-dire que ce sont des navires qui sont capables de descendre une dérive pour justement avoir un plan anti-dérive beaucoup plus efficace. Ça reste des voiliers. Donc oui, c'est des centaines, en fait c'est des milliers d'années. Hein. La voile comme technologie, hein, ça remonte à l'Égypte. Hein, et donc effectivement, il serait complètement presque arrogant que d'arriver et de dire on va construire des grands voiliers à propulsion principale vélique, et j'y reviendrai dans une minute, en faisant table rase du passé. Non, ça n'est pas une page blanche. Quoi qu'on veuille en dire, arriver de façon très positiviste sur le marché, sur le sujet de la voile, forcément a tendance à parfois plaire à une certaine arrogance ingénieriale ou très technique. En fait, nous, on n'a jamais oublié que la science physique s'est appliquée sur ces navires depuis des centaines d'années et qu'elle allait continuer de s'appliquer sur les nôtres. Plusieurs choses, par contre, qui les différencient fondamentalement du passé. Et il y a environ une 50aine d'innovations à bord qui sont des innovations de 2024 et qui ont été fondamentales à la fois pour les performances environnementale, écologique et donc logistique du navire, parce que la vitesse également est évidemment j'allais dire la contradiction de la décarbonation, et également la capacité d'avoir des navires qui soient extrêmement communicants, des smart ships, à la fois communicants pour nos chargeurs en B2B, mais également en B2C pour les clients de leurs clients, mais également dans une capacité à router le navire avec des données météo qui également, elles, sont complètement révolutionnaires. 2 points majeurs, notamment l'avènement du carbone. Ces 2 goélettes donc ont un tirant d'air de 64 mètres, elles ont des mâts de 55 mètres en carbone, qui, s'ils n'avaient pas été en carbone, nous auraient contraints à réduire de presque d'un tiers en fait, la surface du gréement. Un voilier, pensons à un culbuto, pensons à la stabilité, pensons à un navire qui ne peut pas chavirer, qui doit avoir sa stabilité en propre, mais qui en même temps va aller chercher la gîte, hein, on va aller chercher du vent, et donc c'est un navire qui va pouvoir gîter jusqu'à 15 degrés, donc on l'assume parfaitement, y compris en termes de calage des marchandises, etc. On peut garder une stabilité tout à fait importante grâce à la légèreté du carbone, et donc on envoie presque 2500 mètres carrés de voile à un instant T dans le petit temps, donc c'est le gréement le plus puissant au monde en dacron, en voile souple, avec cette voile d'avant, ce grand phoque qui fait presque 700 mètres carrés. Il n'en existe pas de plus grande sur le marché des grands voiliers. Ça a été fondamental pour nous d'avoir ce gréement en carbone et de rester sur des voiles souples pour pouvoir assumer la propulsion principale
dite vélique, la propulsion principale à la voile. Avant de passer au sujet peut-être du routage, de l'hydrogénération, parce qu'on récupère de l'énergie avec les hélices qui tournent à l'envers, comment on fait le navire dans les ports, etc., comment on charge, qui sont les grands aspects techniques très innovants de ce qu'on fait, il pourrait être intéressant de s'arrêter peut-être une seconde sur la notion de propulsion principale vélique. Comment on peut véritablement décarboner le transport maritime, en tout cas pris sur nos navires, par rapport à quoi va-t-on se comparer et comment peut-on vraiment être très impactant, hein. Nous, ce qu'on vend, c'est 90% de moins, hein. On vend du 2 grammes tonnes CO2 kilomètre contre des flottes de 10 000 boîtes qui sont de l'ordre de 20 grammes tonnes CO2 kilomètre. Donc on compare 2 à 20, donc on est sur les 90% de moins. On se rend compte que là, sur les dernières transatlantiques, on est plutôt inférieur à 1 gramme. Donc on est supérieur à une réduction de 95-97%, on va dire, par rapport à des porte-conteneurs déjà de 300 mètres, donc on va dire des petits porte-conteneurs, mais c'est d'immenses navires de commerce, où on comprend que il y a un effet de jauge qui fait que les gros navires carbonent moins à la tonne transportée. Donc il faut être très très efficace avec nos petits navires pour pouvoir avoir une allégation relative tout à fait radicale, comme c'est ce que nous faisons. Si nous avions des ailes, nous serions obligés de naviguer tout le temps en incidence avec le vent. C'est-à-dire toujours obligé d'entrer dans le vent. Alors ça peut marcher, une partie de la navigation, nous-mêmes nous naviguons ce qu'on appelle au près, pour ceux qui font de la voile, on essaie de se rapprocher du lit du vent, on l'offre, et donc ça c'est important pour nous, on a des voiles qui sont également taillées pour ça. Ce qui est important de comprendre, et c'est pour ça qu'on s'appelle transocéanique, c'est que si on parle d'un vent qui est non seulement abondant, mais désormais prédictible, c'est surtout au large qu'on le comprend le mieux, qu'il y a le moins de phénomènes météorologiques erratiques et côtiers, et c'est là où on peut le mieux router nos navires. On va essayer d'aller vers l'ouest sous un vent qui s'appelle l'Alizé. Donc il faut imaginer qu'on va à l'ouest sur un vent qui vient, lui, du nord-est. Et donc c'est un vent qui va venir de 3/4 arrière, grosso modo. Parce que des ailes ne nous permettraient pas d'utiliser ce vent-là. Et encore, pour ceux qui font de la voile, il faut qu'on puisse naviguer sur des allures de travers, de bon plein, de grand largue, c'est-à-dire grosso modo de 3/4 arrière. Et c'est là où le navire va le plus vite, il est soumis à le moins d'efforts, et c'est là où il fait le plus de cap, hein, parce qu'on peut aller directement sur son cap quand on navigue au portant. Et donc il était fondamental pour nous de pouvoir avoir des voiles non pas par lubie esthétique ou volonté de rester dans de la toile, mais c'est tout simplement pour pouvoir assumer de la propulsion principale vélique. Il se trouve que nos 2 navires, Artemis et Anemos, ont déjà chacun parcouru plusieurs dizaines de jours, avec des moyennes supérieures à 300 000 nautiques par jour, donc ça veut dire de l'ordre de 11 à 12 nœuds de moyenne sur des très longues durées, plus de 20 km/h, que sur ces périodes-là, ils ont pu également hydrogénérer. Je m'explique rapidement, Aurélie. Vous allez me demander, mais ils n'ont pas de moteur. Alors si, ils ont 2 petits moteurs. Ils ont 2 petits moteurs diesel qui sont fondamentaux, qui sont nécessaires, réglementaires, pour toutes les approches portuaires. Pour aller accoster, on est obligé d'être complètement autonome en propre énergie. On n'est plus il y a 100 ans. Et donc on savait qu'on allait avoir ces moteurs à bord, et avec ces 2 hélices-là, qui elles créent une traînée hydrodynamique, hein, elles ont tendance à ralentir le navire. Et donc, pour transformer, entre guillemets, ce problème en opportunité, on a décidé de mettre des moteurs diesel électriques qui sont, en fait, sous-dimensionnés pour être propulsifs. Ils ne sont pas faits pour traverser l'océan, hein. Ils sont faits pour quitter le Havre, passer là devant la baie de Seine, et ensuite qu'on puisse dérouler. Et par contre, dès qu'on va vite, et donc à la voile, hein, c'est uniquement à la voile, on est capable de faire tourner les hélices à l'envers, donc ce sont des hélices à pas variables, elles sont donc optimales en propulsion et en génération, et donc dès qu'on dépasse les 10 nœuds, alors ça ralentit un tout petit peu le navire, mais ça nous permet de générer notre propre énergie, c'est-à-dire qu'on a sur certaines journées, ou même certaines semaines, des navires qui sont à 101 ou 102 ou 103% décarbonés. C'est-à-dire que la quinzaine de personnes qui vivent à bord, tout ce qui est la cuisine et l'intégralité des systèmes électroniques de bord, des vérins de systèmes automatiques de gréement, etc., sont uniquement sur énergie qui a été générée par la carène, hein, c'est-à-dire la coque qui avance sur l'eau. Donc ça, ça nous permet également d'avoir une allégation de décarbonation qui est totale et qui permet également, parfois, puisque nous sommes dans le cadre de la marine marchande, on doit quand même respecter certaines fenêtres temporelles, et de faire un peu de moteur.
Et certaines fois, pour quitter la Manche, et aller prendre un vent d'Est qui nous a permis d'en sortir. Alors, soit on a attendu, là c'était le cas d'Anemos la semaine dernière, soit on est capable d'investir 5-10 heures de moteur, parce que c'est ça qui nous fera à la fois tenir un cadre global, une décarbonation qui est totale, et en même temps, on sait que derrière, quand on ira vite, on n'utilisera plus une seule goutte de diesel, possiblement pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est énergétiquement, on est ici sur un sujet énergétique, quelque chose de fondamental. Un gréement tellement puissant qu'on peut assumer la propulsion principale vélique grâce au carbone et grâce au Kevlar, au Dacron, mais il y a un peu de Kevlar, mais au Dacron qui nous permet, dans une révolution un peu textile également, d'avoir des voiles d'une surface absolument énorme. On a des voiles qui sont de l'ordre de 15 à 20 fois plus grandes que les grands voiliers d'antan, donc d'avoir un navire qui soit également autogénérant son énergie. Au-delà de ça, tout le système du gréement est complètement mécanisé. Donc un navire équivalent aurait peut-être dû avoir 50 à 60 marins, si ça avait été un pur voilier, si j'ose dire, à force humaine. Nous, on en a 7. Donc on comprend que les OPEX n'ont plus rien à voir. Je l'évoquais rapidement, une révolution également silencieuse qui a eu lieu dans le courant des années 2010. C'est à la fois les transmissions satellites. Donc là, on a Starlink. C'est encore plus récent que 2010, si j'ose dire. Mais le monde a complètement changé dans notre capacité à analyser assez massivement des données météorologiques à bord. Et d'ailleurs, l'humain reste au centre. Hein. Nos navires ne sont pas des drones, mais on a des systèmes de routage qui utilisent donc massivement de la donnée des différents systèmes satellites qui nous l'envoient pour pouvoir optimiser à tout instant ce qu'on appelle la polaire du navire, hein, donc la visualisation du navire dans des états de vent, des états de mer, et évidemment en fonction de contraintes qui sont l'heure d'arrivée, où on va, etc. Et ça, c'est fondamental. Donc, on a 2 hommes ou femmes en quart en permanence, mais il y a en permanence un conseil au chef de quart pour border les voiles. Est-ce qu'on hydrogénère ou est-ce qu'on met en l'occurrence les hélices en drapeau? Est-ce qu'on change de cap? Est-ce que il y a plusieurs options qui sont en permanence fournies au bord pour être donc dans une tenue de TA, Estimated Time of Arrival, mais en même temps dans une décarbonation à 90% sur laquelle on ne transige pas. Donc voilà pour les grandes technos à bord qui ont été vraiment importantes. Ensuite, ce qu'on appelle beaucoup de gens me disent ah là là, alors me parle d'un navire high-tech. C'est pas la station spatiale internationale, un navire marchand, d'ailleurs n'importe quel bateau si j'ose dire, et avant tout une boucle navire, hein, c'est-à-dire qu'en permanence et par itération, les innovations vont se contraindre elles-mêmes pour arriver sur quelque chose qui sera quand même safe. Hein. N'oublions pas qu'on est classé Bureau Veritas, on a la Croix de Malte, donc c'est notre grande fierté technique. On a passé les Port State Control américains, canadiens, donc on est complètement carré d'un point de vue de la réglementation maritime internationale. Et ce sont bien donc les 2 plus grands voiliers cargo modernes, mais aussi tout simplement 2 grands cargos qui ont entre guillemets la médaille d'or, on va dire, de système de qualité, de classification, de certification dans la marine marchande mondiale. Donc on est très fiers de ça. Voilà ce qu'ils sont. Ces 2 navires, à noter qu'il y a 6 navires exactement en sister ships qui les suivent. Notre pari, il est donc technologique, on vient de l'évoquer, sur des navires qui sont de fortes innovations, mais aussi avec des compromis. On n'a pas construit des navires de 150 mètres, on n'a pas non plus fait des gréements de 100 mètres de haut, etc. On a fait des choix qui étaient ceux du bon sens, mais le choix du client, c'est-à-dire de se dire qu'à 2 navires, on allait faire une escale tous les 2 mois, donc salut. On pouvait éventuellement pour un chargeur être, si je puis me permettre l'image, un peu la cerise, le marketing, la com, mais pas le gâteau. Parce que le gâteau, c'est quand même les gens sérieux, c'est le conteneur, etc. En fait, non, nous, c'est le gâteau. À 8 navires, c'est un départ hebdo. Et donc, nous, on a, chez nos chargeurs, l'ambition de prendre 100% des volumes et d'aller sur une décarbonation qui soit totale sur ces volumes-là, et en même temps d'avoir une économie d'échelle et une standardisation sur ces navires-là. Merci beaucoup pour tous ces détails. Justement, vous parliez de chargeurs. Est-ce que, à ce jour, vous avez déjà eu des retours d'expérience que vous pouvez nous partager? Oui, merci beaucoup Aurélie. Donc, il y a plusieurs choses qu'on met en avant et je crois qu'on a réussi à se mettre à ce niveau-là. Nous, on vend une prestation qui est déjà décarbonée. J'y reviens pas. On est sur certains cas, à plus de 99% de décarbonation. Dans certains scénarios de calcul des réductions de consommation d'énergie qui sont un delta près des réductions d'émissions dans notre cas, on a pu se comparer à nous-mêmes sans voile, à un
tout petit porte-conteneurs de 60 mètres, à la flotte qui va aux Antilles, qui d'énormes navires, etc. Sur ces différents nuages de points et dans les cas les plus conservateurs, on est de l'ordre de 90. Sur, à la limite, des retours Atlantique Nord, là, d'Anemos récemment, on était sur une décarbonation du sirop d'érable qu'on a ramené du Canada de l'ordre de 99%. Hein, c'est-à-dire, quand on dit 99, c'est qu'on ne dira jamais 100, parce qu'on sait très bien que 100, c'est une galéjade et que tout ça n'a pas de sens, mais on était très très décarboné. On propose, et c'est contre-intuitif, un service qui est plus rapide. Je m'explique. Aujourd'hui, entre le moment où, disons, une palette de vin rentre dans un conteneur ici au Havre et on ressort dans le New Jersey, il se passe de l'ordre de 35 à 40 jours. Plus de la moitié, presque les 2 tiers de ce temps-là sont en fait des moments d'empotage, de dépotage, de prépositionnement. Il y a de gros phénomènes de congestion portuaire sur les terminaux en tant que tels, donc les conteneurs restent là. Au niveau des grues, des portiques, ça met pas mal de temps, c'est 3-4 jours les porte-conteneurs à chaque fois. Souvent, devant le Havre, devant le port de New York également, les navires sont obligés de rester au mouillage à l'ancre 2-3 jours. Donc quand on ajoute ce lead time, le temps global d'entrepôt en entrepôt, on est supérieur au mois. Chez nous, là, nos dernières transats, nous on a fait des transit time, donc de quai à quai de l'ordre de 14 jours. Et du fait qu'on ait des transports dédiés, donc très décarbonés, comme je le dis, 14 jours c'est 10 nœuds, c'est pas très très rapide, de moyenne ça se tient sur l'Atlantique Nord. On se rend compte que le client il obtient son produit quasiment 2 fois plus rapidement chez nous. Et donc quand on considère que la valeur des marchandises est parfois plusieurs fois supérieure à celle du navire, rien que quand on considère 2 semaines à côté de plusieurs dizaines de millions d'euros, on se rend bien compte que c'est une immobilisation capitalistique qui est même meilleure chez nous, en fait, d'un point de vue, et évidemment, la satisfaction purement opérationnelle du client, qui est très content de pouvoir distribuer plutôt son produit. Il y a un aspect marketable, on en a largement parlé autour du label, mais il est vrai que le client, qui d'habitude passe par des freight forwarders, des transitaires, il ne pourrait même pas le savoir, c'est une information qui lui est quasiment confisquée, et pourtant il en est le payeur. Souvent, nous, nos chargeurs sont venus à bord, il y a des pavillons, donc il y a une histoire de communication qui se joue et qui en fait on peut la penser en externe, c'est bien pour le com. Et en fait c'est même pas tellement ça, surtout en interne. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se transformer, je pense à Martel par exemple, qui sont en train d'évoluer parce qu'ils savent que leur marchandise vers les US vient sur des voiliers. Donc il faut se mettre à ce niveau-là et c'est très intéressant d'un point de vue interne, RH, etc. D'un point de vue performance, entre guillemets également, en tout cas qualité, je le mentionne également, pourquoi on arrive à avoir des clients. Dans le transport maritime, donc notamment le transport de conteneurs, il y a des problèmes d'environnement à l'intérieur des conteneurs. Largement, il y a des phénomènes de contamination entre les marchandises qui étaient avant et les marchandises qui étaient après. Certaines fois, c'est phytosanitaire, certaines fois, c'est juste organoleptique, c'est-à-dire des pertes de goût. Il y a surtout des problèmes de stabilité de température, c'est-à-dire qu'un conteneur bleu marine par exemple, y compris sous nos latitudes, à midi, mais même pas forcément en été, tout simplement à mi-saison, peut très vite monter à des 50-60 degrés. Sans parler de ce qui peut se passer en été ou sous les tropiques, où les températures peuvent même dépasser les 100 degrés. Et donc on se rend compte que sur plein de produits, et notamment des vins, mais pas forcément des vins fins ou pétillants, on passe sur du reefer. Du reefer, c'est donc du conteneur réfrigéré. Donc en fait c'est une grande bouteille de propane qui est devant un 40 pieds. Ça coûte 2 fois plus cher, ça carbone, enfin c'est un bilan carbone 1,5 fois environ celui du transport en lui-même. Et donc quand on vient chez nous, on se rend compte que toutes nos marchandises quasiment sont sous la ligne de flottaison et que on passe d'une température d'eau, actuellement on va passer de 14 à 17 degrés en environ 2 semaines. Donc on est sur quelques dixièmes de degrés Celsius de variation thermique quotidienne, ce qui respecte énormément le produit et ce qui évite en fait l'effet midi-minuit qui peut y avoir sur un conteneur où ça monte très haut, ça descend très bas en fait de façon successive. On se rend compte, on a beaucoup de témoignages de vignerons qui disent qu'ils sont très contents là, que leurs produits goûtent très bien comme on dit là-bas, etc. Donc c'est un aspect qui, encore une fois, on est des marchands, on fait de la marine marchande, donc nos clients sont très contents d'avoir participé à ces premières avec nous. C'est une première. Donc on a eu plein de choses qu'il faut améliorer au niveau de nos opérations, qu'on aille plus vite, qu'on aille un peu moins cher. On n'a pas cassé une seule bouteille, je le mentionne. Il y en a qui se cassent un peu partout, pas chez nous. Je pense qu'ils sont contents du service client qu'on a pu leur apporter, du reporting carbone notamment qu'ils ont eu. C'est la première fois qu'ils ont eu ça. On a chargé le 5 août pour décharger le 23 août, donc Le Havre, New York. J'avoue que c'était pas une période
exceptionnelle pour la communication à New York. Elle va être beaucoup plus forte sur Anemos qui arrive là-bas d'ici une dizaine de jours. On a par contre eu au Québec un effet levier commercial très important autour de Café William qui source des quantités importantes de l'ordre de 50 000 tonnes de café annuel, notamment sur la Colombie et le Brésil, et qui souhaite, par incrémentation, d'ici 2030, transporter quasiment la totalité à notre bord. Et puis on se rend compte que les Québécois sont arrivés par le Saint-Laurent sur des grands voiliers et que ce qu'on est en train de faire non seulement décarbone à un prix qui tient la route, qui est comparable d'un point de vue marché client et qui subitement va redonner un lien hyper fort avec la montagne où a poussé le café, etc. Et peut-être même le lien quasiment historique qu'a le Québec à son fleuve. Qui sont vos clients concrètement? Est-ce que vous travaillez plutôt avec des grandes entreprises ou plutôt des petites structures ou peut-être même les deux? C'est une très bonne question, Aurélie, merci beaucoup. Il y en a environ une centaine d'entre eux. Alors ça se structure différemment. On a des très grands noms, par exemple Pernod Ricard et donc les marques Martel, Moom et Perrier-Jouët à l'export. On a Café William qui, en Amérique du Nord, est connu comme un torréfacteur tout à fait important. On a Belco ici en France qui est moins connu parce que Belco est un sourceur qui travaille en B2B mais qui est très connu des torréfacteurs. Et en fait, on boit très couramment du café Belco chez la plupart des torréfacteurs de café dit de spécialité. À l'export, sur New York, sur le Canada, on exporte beaucoup de vins et spiritueux. Produits à terroir, donc la maison Joseph Drouin, Chartreuse, des produits manufacturés, également des produits alimentaires. Par exemple, on est des gros transporteurs de Bonne Maman chez Andros, mais on est également transporteur à destination des US et également à destination du Brésil de moteurs d'avion, d'armoires électriques, de batteries industrielles et de electronic devices, de healthcare pour parler français, c'est-à-dire de matériaux médicaux. Et donc on se rend compte qu'on est pas uniquement justement sur ce sujet terroir, origine, marketing, etc., mais qu'au contraire, on arrive, grâce à des taux de fret, à une offre qui est convaincante industriellement, avec des gens qui sont souvent entre l'aérien et le maritime, à être une vraie alternative et qui en fait, du fait qu'on soit plus rapide, un peu premiumisé, mais ça va en fait, puisqu'on est quand même beaucoup moins cher que l'aérien, on arrive à justifier et documenter d'une réelle décarbonation immédiate, drastique, qui est là. En plus, l'aspect qualité des cales reste importante, y compris sur des produits industriels. On est Dangerous Goods, par exemple, donc IMDG. On est donc classifié sur des matières dangereuses, ce qui, par exemple, sur des sujets batterie est évidemment important sur le risque incendie. Et donc, on a une diversification assez importante au niveau du type de secteur qu'on a. Et donc, il y a des routes aller, des routes retour. Et on se rend compte, par exemple, que le Brésil est actuellement là un pays, une destination qui est très, très demandeuse justement de produits industriels français. Donc on va probablement travailler justement avec les secteurs de l'énergie, des amendements agricoles également. C'est assez intéressant de se rendre compte que généralement dans le bio, mais qui par centaines de tonnes vont travailler avec nous parce qu'on constitue également une solution en direct qui est intéressante. Des produits de panification, des compléments alimentaires, enfin voilà, des choses auxquelles on ne s'attendait pas en fait initialement et on est ravis d'avoir toutes ces marchandises à bord. Je voulais évoquer peut-être nos clients, pourquoi ils sont là, on le comprend, à la fois pour des raisons d'identité, de marketing, mais certainement par des politiques RSE de reporting qui sont nécessaires. Et en fait, quelle est l'offre de transport, j'allais dire tout court, décarbonée aujourd'hui? Silence dans la salle. Je ne parle pas de l'aérien. Sur la route, on en est où? Je n'en parle pas, c'est pas mon sujet. La spécificité du maritime, c'est que les routes sont très larges, les tunnels sont très très hauts, et donc on peut faire de la voile et justement utiliser ce vent qui est abondant au large. Et on peut avoir une offre qui est, donc on a 1 millier de tonnes, je ne l'ai pas mentionné, on a un payload de 1300 tonnes à bord, on peut mettre 1100 palettes euros ou 880 palettes US, les grosses palettes américaines, sur 6 cales, sur 3 entrepôts, donc scindés en 2. On est chargé avec nos propres moyens, nos propres grues, ce qui nous permet également une agilité opérationnelle dans les ports. On offre en fait dès maintenant, là il y a un départ le 18 décembre, il y en a eu un il y a quelques jours, une offre de transport maritime transocéanique complètement décarbonée à des prix complètement compréhensibles, comparables, accessibles, alors qu'il n'y en a pas autrement. Et on a des gens parfois interloqués.
Mais vous existez vraiment, oui, on est là, on existe vraiment. Et donc, si vous voulez décarboner, l'offre est là aujourd'hui. Alors, quelle est la notion de surcoût? Parce que vous alliez me poser la question, Aurélie. Bah alors oui, oui, tout à fait, j'y venais. Bah, parlons-en, comment se traduit l'impact financier pour vos clients? Alors, merci Aurélie, on nous pose souvent cette question. Alors, vous êtes plus cher de combien? Alors, parfois, on n'est pas plus cher. Donc, je le dis aussi, hein, on est capable de surprendre parfois assez positivement des clients. Quand on se compare à quelque chose, il faut savoir à quoi on se compare. Si on prend les taux de fret, par exemple, Atlantique Nord 2021-2024, donc sur 3 ans, grosso modo, ils se sont successivement multipliés et divisés par des facteurs 10. C'est comme si la baguette à 1 euro valait 10 centimes, puis 10 euros en quelques mois. C'est ce qui s'est passé dans les taux de fret. La plupart des chargeurs sont largement échaudés par cette situation globale qui est toujours très volatile. Hein. C'est pas comme si c'était stabilisé, on est toujours très congestionné, très volatile et assez erratique en termes d'orientation des marchés des taux de fret. En tout cas, les chargeurs le comprennent très peu. Donc, si on nous prend, nous, nos taux de fret tels qu'ils sortent de notre BP, de nos coûts d'exploitation, on se rend compte qu'à certains moments, en fait, on est moins cher que les transports carbonés. Donc, gardons ça dans un coin de notre tête. Hein. On n'est pas forcément toujours plus cher. Aujourd'hui, on est dans une période de taux de fret relativement bas. On a des acteurs qui achètent relativement bien du transport. Il y a parfois un ratio de quelques 30-40% sur un transport maritime pur, sur le fret maritime, entre ce qui se fait chez nous et ce qui se fait sur un 20 pieds ou un 40 pieds au départ du Havre ici. On se rend compte que quand on met en face les performances qu'on évoquait, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient marketing, qu'elles soient de qualité, l'acheteur est rationnel. Hein. Il ne va pas aller acheter quelque chose plus cher. Hein. Il va acheter une équation qui, en bas à droite, va lui prouver que le deal est bon. Donc, nous proposons des deals globaux qui sont bons où les clients s'y retrouvent. Si la question se posait en termes de à combien d'euros me coûtait la tonne de carbone qui était réduite sur votre système, sur votre service. Et moi, entreprise, je cherche à décarboner partout. Et je vous dirais, et encore une fois, sans en être le spécialiste, mais un peu d'expérience, que certainement, les tonnes de CO2 les plus faciles à aller chercher, les fruits les plus bas, comme les low-hanging fruits, comme on dit, sont certainement dans votre isolation, dans votre plan de transport. Voilà, il y a des tonnes de CO2 qu'on peut aller chercher par rapport à une situation initiale qui semble finalement compréhensible, on peut trouver un chemin pour aller les chercher. Maintenant, si votre ambition est de vous en tenir aux fruits les plus bas, et que vous ne souhaitiez pas peut-être écrire une histoire de votre entreprise à bord de notre compagnie maritime, c'est pas grave, on reste copains et on se reparle bientôt. Mais si vous souhaitiez avoir une ambition qui à la fois vous permet d'aller chercher ces fruits les plus bas, vous mettez un plan là-dessus, mais vous mettez également des plans à 2, 3, 4 ans où il faut aller chercher les fruits les plus hauts, les hard to abate, hein, donc ces émissions qui sont difficiles à aller réduire, et qu'en même temps vous êtes conscient, et je pense que c'est très le cas dans le cas de notre entreprise, que vous, généralement énorme entreprise, nous, petites compagnies maritimes, vous vous rendez compte que si vous nous confiez 10, 100, 1000 tonnes, eh ben vous allez permettre à tout un secteur d'émerger. Que subitement la viabilité va être là, que subitement la flotte va sortir de l'eau et que vous allez pouvoir avoir un rôle transformateur. Et je pense qu'il est important également de comprendre dans la décision qui se fait des chargeurs chez nous, c'est qu'ils sont là également parce qu'ils savent qu'ils peuvent transformer le monde, si j'ose dire, ou transformer en tout cas un peu à leur niveau le transport maritime. Alors que le transport maritime est un secteur complètement en orbite, complètement loin, que personne ne comprend ni ne connaît, hormis les quelques spécialistes des places portuaires. Et donc, aller chercher, si j'ose dire, les fruits les plus bas, réduisons tout de suite le CO2, mais il est important de voir que quand on aura déjà, entre guillemets, décarboné les tonnes les plus faciles à décarboner, on n'aura pas forcément d'outils d'aller chercher plus loin, et soyons ambitieux, venez chez nous. Je ne suis pas là pour vous dire que le coût de notre tonne de CO2 réduite est peut-être plus cher que d'autres. Faisons des toitures végétalisées, faisons des énergies renouvelables, faisons de l'isolation du bâtiment, faisons des récupérations de chaleur, des véhicules électriques, sur Terre un maximum. Votre fret maritime, vous ne le décarbonerez qu'à la voile. Aujourd'hui, les néocarburants semblent quand même largement être de l'ordre du messianique. Hein.
On aimerait bien qu'un miracle arrive un jour. On en est très 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 loin. Les lois de la physique vont continuer de s'appliquer. Aujourd'hui, chez nous, vous transformez le monde. Vous êtes sur des taux de fret qui sont stables, qui sont tout à fait comparables en fait avec ce que vous avez. Vous avez des premiums supplémentaires, vous avez des plus, vous avez notamment la qualité, la régularité, etc. Et on est une équation qui est tout à fait valable, y compris dans une prise de décision qui est complètement logistique, financière aussi. Aujourd'hui, on a des chargeurs dont la matrice est complètement logistique et financière et qui nous choisissent. Alors là, on a fait un petit peu le tour. Vous avez évoqué du coup pas mal d'initiatives pour la décarbonation. Il me semble qu'en mars dernier, le pacte Vélic a été signé le entre... Vélib, c'est bien aussi. Hein. C'est pas mal aussi, mais c'est pas suffisant. Donc il a été signé entre l'État et les acteurs de la filière, justement, pour aller un peu plus loin dans cette démarche de décarbonation. Est-ce que TOT en est signataire et si oui, en fait, en quoi cet engagement il influence aux actions en matière de décarbonation? Alors, le pacte Vélic était à destination des financeurs. Et en l'occurrence, les chantiers de l'Atlantique, etc. Donc, on n'a même pas été invité à le signer. Peut-être qu'on l'aurait fait, certainement. C'était le ministre Lescure et le ministre de la Mer Berville qui avaient, entre guillemets, orchestré un bel événement qui permettait de mettre en valeur la filière, qui permettait de faire se rencontrer les acteurs, et notamment financiers, au début de l'année 2024. Et donc, tant mieux, et on salue le verre à moitié plein de ce pacte qui existe, etc. Le problème de ce pacte, c'est qu'il vient surtout couronner quelques années des gouvernements, on va dire, Bornatal, qui, sous Berville, ont progressivement déshabillé le Vélic, et je pense à un système donc de suramortissement vert qui est largement dégradé sur l'année 2024. Nous, on a commandé les 6 navires évoqués sur l'année 2023, donc je pense à mes confrères, à la filière en général, qui se retrouvent assez handicapés par ces systèmes-là. Et ensuite, nous avions au début du septennat Macron la loi d'orientation sur les mobilités, donc un gouvernement qui avait choisi de traiter le sujet de la mobilité dans laquelle le maritime avait été intégré. Et on avait pu, notamment grâce au ministre d'État qui s'appelait François de Rugy, faire reconnaître des certificats d'économie d'énergie justement sur certaines routes. Et donc des promesses, des écrits d'un ministre d'État nous disant que les certificats d'économie d'énergie allaient exister, étaient éligibles en tout cas. Ça date de mai 2019, et c'est vrai que l'histoire qui se termine dans ce pacte Vélic-là, c'est grosso modo une sorte d'incompréhension. En fait, derrière, il n'y a pas eu de suites qui ont réellement été données. Alors, l'histoire n'est pas finie. Au contraire, ça n'est peut-être qu'une façon de recentrer le sujet sur tout l'intérêt qu'a la filière Vélic, non seulement en France, et toute la pertinence qu'elle a en termes de décarbonation et d'économie d'énergie. En quelques phrases, nous on est out, on a 2 plus 6 navires, il y a Neoline, il y a Zéphyr et Boré, il y a Grain de Sail, là CWS, il y a Wizamo, spin-off de Michelin, il y a Canopé qui transporte Ariane, il y a Ocean Wings qui font justement des ailes. On a en France des centaines d'emplois directs aujourd'hui, liés à la filière Vélic, des milliers d'emplois en France indirects liés à ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, à Lorient, il y a des gens qui sont en train de fabriquer nos mâts, des goélettes de 2 mâts. Quand il y en a 8, ça fait 16 mâts. C'est en outre, on le voit bien, des innovations largement transversales, multidisciplinaires, où on se rend compte que le meilleur de la France, entre guillemets, industriellement, autour des chantiers navals et des différents prestataires qui s'occupent de tout ce qui est au-dessus du pont, est en train d'innover comme ça n'avait jamais été fait avant. On pense qu'il y a des très forts multiplicateurs, en général, en France, économiques, et dans notre capacité à se différencier et à innover, là où d'autres pays ne sont pas. C'est une spécificité française. Alors, le maritime est une spécificité européenne, largement. On est le premier continent maritime, et de loin, avec les grands armateurs. Et le pacte Vélic, notamment, vient reconnaître cette spécificité de la filière française, qui est unique, et qui, je pense, doit être considérée. On est ravis de voir que la stratégie nationale bas carbone reconnaît l'existence de la propulsion Vélic, et on pense que certainement la stratégie énergétique française devra le voir et le comprendre aussi. Donc, merci à messieurs Lescure, Berville, merci au pacte Vélic, merci au CIC, merci aux personnes qui permettent le financement de cette filière-là. Il faut aller plus loin maintenant. Voilà.
Ok, bah alors justement, allons plus loin, parlons un petit peu du futur. Mhm. On l'a dit, hein, TOT, sa flotte se compose du coup de deux navires, Artemis et Anemos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les futurs navires dont vous nous avez déjà un Oui, petit peu parlé? un peu. Tout à fait. Tout à fait. Non, non. Alors, le choix, nous, à la base, était, donc, comme je l'avais évoqué, d'être déjà sur alors, deux prototypes, deux sister ships qui permettaient techniquement de fiabiliser le concept et puis l'offre commerciale et puis tout de suite d'aller vite parce qu'il s'agit de pouvoir structurer, de mettre un standard sur la décarbonation et sur le type de service logistique qui est fourni. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Les 6 navires suivants sont commandés également chez Piriou et ils vont tous s'appeler avec un nom qui fera une référence à une divinité grecque, comme Anemos, le fameux dieu des vents porteurs et favorable. Artémis est la déesse de la chasse et du lien aux éléments et à la nature, qui est Diane en latin. Le numéro 3 s'appellera Atlantis. Donc, les En auditeurs du avant-première. podcast sont les premiers à le savoir. Donc Atlantis dans la grecque ancienne, sans vouloir faire, je suis pas du tout hellénophile. Enfin si, hellénophile oui, mais je suis pas du tout spécialiste de la Grèce antique. Ceci dit, le mythe Atlantis, c'était bien avant que l'océan Atlantique n'existe même, enfin, parce que tout ça n'avait pas été découvert à l'époque. C'était tout simplement le grand large, tout ce qui est au-delà de l'horizon. Donc voilà comment on a nommé le numéro 3. Et le numéro 4 s'appelle Atlas. Et Atlas, avant que ça dénomme également la chaîne de montagne, c'est évidemment à la fois l'Atlas avec les cartes, mais également la fameuse, le mythe de l'Atlas. Hein, et donc voilà, c'est bon, j'ai déjà révélé 2 noms supplémentaires. Le numéro 3 est livré d'ici 18 mois, donc on l'attend à l'automne 2026. Ensuite, on aura des livraisons tous les 3 mois. C'est-à-dire que très vite, ça va augmenter en taille, en fréquence. Donc nous, ça veut dire être prêt d'un point de vue de l'armement des équipages qu'on met à bord, et prêt d'un point de vue des infrastructures, prêt d'un point de vue du commercial, etc. Pour qu'en 2027, à l'automne 2027, on soit effectivement à 8 navires. Sister ships, tous les mêmes. Les constructions vont bien, donc on est content pour l'instant. Eh ben génial, c'est une super nouvelle. Merci pour cette Je vous en avant-première. prie. Non, mais pas de problème. Je l'ai réservé à France Inter, mais Ce sera pour nous. exactement. Alors, une ambition aussi grande, elle nécessite sans doute des moyens conséquents. Mm. On a parlé très rapidement des C2E, donc certificats d'économie d'énergie. Est-ce qu'on peut parler d'autres aides qui vous ont été attribuées justement pour soutenir le financement de ce projet ? Oui, alors c'est effectivement un sujet très très capitalistique. On parle de navire, on parle de transport maritime, et il y a des barrières à l'entrée qui sont très hautes. On ne peut pas arriver comme ça à faire du transport maritime facilement, et on le sait bien, c'est aussi pour ça que nous on a affrété des navires pendant longtemps qui étaient à la voile certes, mais qui étaient au moins disponibles pour être là sans avoir à mettre en place tout ce levier de financement qu'on a réussi à mettre sur ces 2 plus 6 navires. Alors, c'est donc également une levée de fonds, si j'ose dire, assez capitalistique avec des acteurs privés en termes de structure capitalistique dont nous on est 2 fondateurs, on a environ la majorité du capital et donc on a fait appel à des associés, notamment un fonds à impact qui s'appelle Après-demain SA et là actuellement le fonds du Crédit Mutuel Impact qui s'appelle Révolution environnementale et solidaire. Donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre en place cette levée d'un point de vue capital. D'un point de vue dette junior ou dette obligataire, on a eu la chance de pouvoir à 2 reprises lever sur une plateforme qui s'appelle lita.co, auprès de citoyens, de plusieurs milliers de citoyens, 2 tranches, 4,5 et 5 millions d'euros, en quelques jours, en quelques dizaines de jours, avec des tickets moyens de l'ordre de 2000 euros. Et on se rend compte en fait qu'il y a un investissement citoyen qui a complètement changé d'échelle et qui nous a permis justement d'avoir ces leviers-là, sachant que la finance maritime est un monde en propre dans le monde de la finance et que... saluons les équipes du CIC Shipping Finance et de Crédit Agricole sur Artemis, le numéro 2 c'est Crédit Agricole, le numéro 1 c'est CIC, et sur le pool bancaire l'idée par CIC sur les 6 suivants également. C'est comme ça qu'on a pu travailler. À noter que BPI France est assureur crédit sur une majorité de ces navires-là. On a pu également proposer à des assureurs privés le produit d'assurance crédit là-dessus. Donc BPI France est également exposé. Donc, en tant que le Trésor français est à bord au moins au titre de la garantie bancaire. Et je l'évoquais en un mot tout à l'heure. Donc les armateurs sont à la taxe au tonnage. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, on n'a pas d'impôt sur les sociétés. Et donc sur l'amortissement qu'on peut avoir au sein des
des navires qu'on exploite au quotidien, on est capable de le travailler avec les banques qui nous rétrocèdent une partie de cet amortissement et donc qui peut être suramorti au niveau du gréement. Donc de l'ordre de quelques pourcents des coûts du navire ont pu être optimisés, on va dire, en termes de structuration de financement grâce au suramortissement vert, qui est un petit levier fiscal qui n'était pas dingue non plus. On a parlé rapidement des C2E, on en a peut-être parlé un peu trop rapidement. C'est quand même fondamental pour nous, dans la levée, dans le financement, qu'on ait pu travailler avec les C2E et notamment avec Certinergie et Solutions et les équipes de Chloé Noal qu'on salue et bien sûr Arnaud Guimin. Suite à cette lettre de François de Rugy, on a pu pour la première fois échanger, notamment avec la Direction générale de l'énergie-climat, avec l'ADEME, sur l'existence réelle de routes qui vont lier la France à la France, et en l'occurrence aux Outre-mer, et quoi qu'il y ait 4000 milles, on va dire 7000 km, et que la plupart de cette distance entre les deux soient les eaux internationales qui ne sont régies par aucune souveraineté, où il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de panneau, il n'existe pas de régime juridique. On a pu pour la première fois lever le voile sur une méritorialisation ou en tout cas une territorialisation de la mer. Et si on arrive à territorialiser, non pas parce qu'on est des terriens, on l'est, mais parce que dans une projection juridique, on arrive à étendre le territoire à la pleine mer, aux eaux internationales, alors on peut décarboner sérieusement le transport maritime. Et ce qui est très intéressant dans le dispositif C2E, c'est que entre France et France, qui sont en soi-même des clauses un petit peu compliquées quand on est des armateurs et qu'on a une réalité commerciale, technique, mais au moins on a réussi à matérialiser ce qu'étaient les eaux internationales d'un point de vue de la réduction de l'énergie. Ce qui est très difficile à faire au niveau des réglementations internationales, l'OMI essaie de le faire, l'Union européenne également, et on se rend compte qu'il y a une directive qui s'appelle la MRV, Monitor Report and Value, sur toutes les émissions des navires qui touchent les ports européens et qui se traduit ou qui se valorise dans l'ETS, l'Exchange Trading Scheme, qui cherche à intégrer également le maritime. On se rend compte que tout le travail qui a pu être fait avec Certinergie et Solutions peut permettre peut-être de projeter, y compris le pavillon français et la France, au niveau des systèmes européens, parce qu'on a réussi, ou du moins on a approché de très près, la bonne modélisation de la réduction d'énergie à bord de nos navires grâce à la voile. Et sur un navire qui flotte au milieu de l'océan, on ne peut pas lui brancher un câble, c'est un delta près la réduction du CO2. Donc il y a une décarbonation très liée sur un navire à l'économie d'énergie. Et donc tout ce qui est très ambitieux et qui est très porté par Certinergie Solutions sur notre flotte est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant dans le cadre de la décarbonation du maritime et qui probablement peut se projeter en outre au niveau des institutions internationales. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Guillaume. C'est vrai que là, on l'a appris beaucoup. Avant de conclure, est-ce que vous souhaitez peut-être passer un petit message à nos auditeurs ? Le premier d'entre eux, c'est les personnes de Certinergie et Solutions que je salue. Vous êtes les bienvenus à bord et merci du travail en commun qu'on a depuis ces années. Les auditeurs sensibles au monde de l'énergie, vous savez qu'il n'existe pas de miracle, que Lavoisier et les lois de la thermodynamique s'appliquent, ne s'amendent pas, contrairement aux lois du Parlement. Vous le savez aussi, les messianiques appellent à des carburants très imminents, très décarbonés, très fiables, très peu chers, sont peut-être une façon de continuer à se mentir à nous-mêmes, mais qui, si on veut regarder les choses de façon très concrète, sont peut-être non pas une fausse piste, mais en tout cas peut-être pas à hauteur des ambitions climatiques nécessaires, quand on regarde les ambitions 2030-2050. Et en fait, parfois, l'innovation vient de là où on ne l'attend pas. Les éoliennes sont finalement des moulins à vent, d'une certaine façon. La rétro-innovation, qui peut sembler au début effectivement anachronique ou bizarre, est en fait une façon de penser tout à fait concrète, tout à fait pragmatique, qui est de dire si on parle décarbonation, ou économie d'énergie, on va se retrousser les manches et on va le faire vraiment. Et finalement, la voile a encore sa place. Et peut-être ça n'est que le début de son retour. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu partager avec nous votre vision du transport maritime de demain. Et pour tous ceux qui souhaitent suivre l'actualité de TOT, je mettrai le lien de leur LinkedIn dans les ressources de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.
Ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que le transport maritime, qui représente 90% du fret mondial, est un secteur important en matière d'émissions de CO2. Et ce qui est préoccupant d'après l'Organisation maritime internationale, c'est qu'avec l'augmentation de la demande de transport de marchandises, les émissions de CO2, elles pourraient considérablement augmenter, en passant de 4 à 17% d'ici 2050. Donc face aux réglementations qui imposent des réductions significatives des émissions, il devient essentiel pour les acteurs du secteur d'adopter des solutions durables. Et TOT nous a montré qu'en réintroduisant la voile, que ce soit comme mode principal ou comme mode secondaire, il est possible de diminuer considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2 sur un trajet. Alors si vous êtes un transporteur ou un chargeur et que comme TOT, vous souhaitez faire partie du changement, sachez que de nombreuses solutions existent pour vos trajets internationaux et nationaux. J'en profite également pour vous rappeler qu'on a fait un épisode sur le report modal. Le lien est en ressources de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Merci aux curieux d'aujourd'hui et de demain d'avoir été avec nous pour cet épisode de Préparons demain. J'espère qu'il vous a plu et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.